Je déclare la réunion du 30 janvier ouverte et je profite de cet avant-dernier jour du mois de janvier pour souhaiter mes meilleurs voeux à toutes et à tous ici et que nous passerons une excellente année 2025 ensemble. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser M. Éric Lomba. M. Bastin, est-ce que vous avez des excusés? Tout le monde est là. Madame Brodure, à part M. Lomba, tout le monde est là. M. Chalon. Ok. Madame Tandel. Complet, parfait. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Mais avant de commencer nos travaux, rappelons-nous que ce 27 janvier 2025 marquait les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. En mémoire de plus d'1 million de victimes qui ont péri dans ce camp, je vous demande de vous recueillir quelques instants. Je vous remercie. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2024. Je donne la parole à Madame la Première secrétaire pour la lecture de ce résumé. Bien, bonjour à tous. Donc, résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 6 décembre 2024. Séance publique. La réunion est présidée par M. Claude Klenkenberg, mandataire le plus ancien, assisté de Mme Céline Innocent et de M. Elias Teller, les deux plus jeunes mandataires. La séance est ouverte à 15h15. 54 membres y assistent. Madame le gouverneur faisant fonction et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend la communication du président de séance relative à la validation des élections par le Conseil des élections locales. Le président procède à la lecture des listes des élus du 13 octobre 2024, titulaires et suppléants, pour chaque arrondissement ainsi que des désistements intervenus depuis lors. L'Assemblée prend connaissance du rapport du Collège provincial relatif à la vérification des pouvoirs des élus, document 2425/061. Les 54 membres du Conseil provincial prêtent le serment légal. Le Conseil provincial prend acte de la composition des groupes politiques et l'identité des chefs de groupe, document 2425/62, à savoir, pour le groupe MR, M. Thomas Chalon, pour le groupe PS, M. Éric Lomba, pour le groupe Les Engagés CSP, Mme Anne-Sophie Tandel. Pour le groupe PTB, M. Olivier Bastin. Pour le groupe Écolo, Mme Muriel Frenet. Le Conseil provincial procède par acclamation à la désignation de M. Jean-Claude Jadot en qualité de président du Conseil provincial, Mme Muriel Brodure-Huilin en qualité de première vice-présidente, Mme Astrid Bastin en qualité de deuxième vice-présidente, de moi-même en qualité de première secrétaire, M. Elias Teller en qualité de deuxième secrétaire. L'Assemblée prend acte de la composition du bureau du Conseil provincial, document 2425/063. Le Conseil provincial adopte par 42 voix pour et 12 voix contre le pacte de majorité déposé par les groupes MR, PS et les Engagés, au terme duquel ont été proclamés députés provinciaux. Madame Cathy Firquet, première députée provinciale présidente, Monsieur Luc Gillard, deuxième député provincial, Monsieur Luc Lejeune, troisième député provincial, Monsieur André Denis, quatrième député provincial, et Madame Laura Crapanzano, cinquième député provincial. Les députés provinciaux prêtent le serment légal entre les mains de Monsieur le Président du Conseil provincial. Après une première suspension de séance, l'Assemblée prend acte de la répartition des compétences entre les membres du Collège provincial, document 2425/065, à savoir
Madame la députée provinciale, présidente Cathy Firquet, supracommunalité, enseignement, protocole, relations institutionnelles, sport. Monsieur le député provincial, vice-président Luc Gillard, culture, tourisme, aide aux communes, relations internationales, fonds européens, administration, donc les pensions. Monsieur le député provincial Luc Lejeune, administration, personnel non enseignant et ressources humaines, zone de secours et sécurité civile, santé, affaires sociales. Monsieur le député provincial André Denis, formation, patrimoine, infrastructure, services internes pour la prévention et la protection du travail, la CIPT, développement durable, transition écologique et alimentaire, agriculture et ruralité, laboratoire, économie. Madame la députée provinciale Laura Crapanzano, budget, finances et fiscalité, administration, communication. Après une seconde suspension de séance, l'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 24-25-066 relatifs à la répartition numérique de ses membres au sein des 5 commissions ordinaires. L'Assemblée adopte à l'unanimité le document 24-25-67 relatif à la modification de l'article 10 du règlement d'ordre d'intérieur du Collège provincial. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Madame la Première secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2024. Le procès-verbal de la réunion du 14 novembre 2024 est approuvé et la séance publique est levée à 16h55. Je vous remercie, Madame la Première secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé. Le document 068, élection provinciale 2024, vérification par le Collège provincial des pouvoirs d'un conseiller provincial nouvellement élu, M. Pascal Rodins. Je vous rappelle que Mme Audrey Neupré, élue sur la liste numéro 5 et maire pour le district de Liège, suite aux élections du 13 octobre 2024, se trouve dans un cas d'incompatibilité prévu par le CDLD en raison de son lien d'alliance au second degré avec le directeur financier provincial. Elle ne peut dès lors pas siéger en qualité de conseillère provinciale. Par conséquent, il a été fait appel en qualité de titulaire à son premier suppléant, M. Pascal Rodins. Ce dernier, après vérification auprès de son administration communale et sur base de la fiche de renseignement qu'il a transmise à M. le directeur général provincial, ne se trouve dans aucun cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité pour siéger au sein du Conseil provincial. À ce propos, vous avez pu prendre connaissance du rapport du Collège provincial qui a été déposé sur le portail ce vendredi 24 janvier, le document 24-25-068. En conclusion, M. Pascal Rodins peut maintenant être appelé à prêter le serment prévu à l'article 2212-82 du CDLD. Point 3 de l'ordre du jour actualisé. Prestation de serment de M. Pascal Rodins et de Jean-Denis Lejeune. Pour rappel, lors de l'installation de notre Assemblée le 6 décembre dernier, M. Jean-Denis Lejeune, élu sur la liste numéro 2 des engagés CSP pour le district de Liège, suite aux élections du 13 octobre 2024, était absent et n'a donc pas encore pu prêter le serment. Monsieur Lejeune, je vous invite à vous lever et à prêter le serment légal ainsi conçu. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. J'invite à présent M. Pascal Rodins à se lever et à prêter le serment légal. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je vous remercie. Messieurs, je prends acte de votre prestation de serment et vous déclare installé dans vos fonctions de conseiller provincial. Point 4 de l'ordre du jour actualisé, le document 24-25-069, prise d'acte de l'adaptation de la composition du bureau provincial. Il a été proposé au bureau du Conseil du 20 janvier dernier par le groupe Les Engagés CSP de remplacer M. Elias Teller par M. Jean-Denis Lejeune en qualité de deuxième secrétaire. Je vous invite à en prendre acte et j'invite dès lors M. Jean-Denis Lejeune à venir prendre place à ma gauche, non sans avoir remercié M. Elias Teller de m'avoir assisté.
Je vous invite également à prendre acte de la répartition nominative en commission qui va vous être distribuée dans quelques instants. Celle-ci est également disponible sur le portail provincial. Merci Jean-Claude. Point 5 de l'ordre du jour actualisé. Questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 4 points. Le document A02, question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relative aux impacts de la réforme de l'enseignement qualifiant. Le document A03, question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relative à l'impact de la réforme de l'enseignement sur les jeunes. Et le document A04, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative aux conséquences du décret-programme sur l'enseignement provincial. Le document A05, question d'actualité de plusieurs membres du Conseil provincial relative au financement des zones de secours. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. J'ai dit sa réaction et ne pas réinterpeller, reposer des questions. Sans cela, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour la première question, A02, je donne la parole à M. Marc Mannery. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et c'est un honneur de faire la première question de la législature, même si elle sera peut-être un peu redondante avec mes collègues du PTB, mais c'est une question à laquelle certainement vous vous attendiez, Madame la députée. Donc, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, je souhaite vous interroger sur les récentes mesures prises par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant l'enseignement qualifiant et connaître l'impact sur l'enseignement dans notre province. Ces mesures, dont l'objectif prioritaire annoncé et assumé est la trajectoire budgétaire voulue par le gouvernement et maire les engagés, aura indéniablement un impact important, voire irréversible, sur la qualité de notre enseignement provincial qualifiant. Ces mesures suscitent des interrogations sur leurs conséquences concrètes à l'échelle provinciale. Nous souhaitons mieux comprendre l'impact de ces décisions sur notre réseau d'enseignement. À titre d'exemple, le pouvoir organisateur de la ville de Liège a estimé que les différentes mesures du nouveau gouvernement aura comme conséquence une perte de 43 équivalents temps plein. Permettez-moi donc de poser quelques questions précises afin d'éclairer ces enjeux sur notre enseignement provincial qualifiant. Tout d'abord, sur les pertes de cours, quelle sera l'ampleur estimée de la suppression de cours à moins de 10 étudiants, même s'il y a toute une série de petits effets qui sont là pour amoindrir sur les distances, etc. On demande vraiment quels vont être les cours supprimés et si vous envisagez une réorganisation de certains cours dans l'enseignement qualifiant. Si oui, comment allez-vous faire? Sur les pertes d'emploi, quels éléments d'analyse disposez-vous concernant les impacts des mesures sur le personnel enseignant et les emplois connexes dans le secteur de l'enseignement qualifiant? Des suppressions de postes sont-elles à prévoir? On imagine que oui, dans les établissements de notre province, mais nous souhaiterions savoir exactement dans quelles mesures. Enfin, sur l'accompagnement des établissements, des professeurs et des élèves, quelles mesures d'accompagnement ont été prévues pour soutenir les établissements de l'enseignement qualifiant dans leur adaptation à ces réformes? Je suis convaincu, en tout cas, et je l'espère sincèrement, que nous souhaitons, vous et moi, Madame la députée, tous ici d'ailleurs, membres du Conseil provincial, que l'enseignement qualifiant de la province reste l'enseignement d'excellence qu'il est actuellement. C'est pourquoi j'invite tous les membres du Collège provincial à nous présenter les analyses et évaluations menées à ce sujet et, le cas échéant, à défendre une position ferme auprès des instances compétentes pour minimiser les impacts négatifs prévisibles de ces mesures dans notre province. Je vous remercie pour votre attention et suis à votre disposition pour échanger sur ce sujet essentiel. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Pour la deuxième question, je donne la parole à Madame Rosemarie Carlos de Oliveira. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la députée, merci. Ça fait 2 mois à Liège, mais aussi dans d'autres villes wallonnes et à Bruxelles. Nous avons pu le voir lundi et mardi.
que les profs et les jeunes se mobilisent dans la rue contre la réforme dans le qualifiant. C'est historique et l'enseignement provincial est concerné. Les jeunes sont en colère et refusent ces réformes dans l'enseignement. Un tas d'options vont être supprimées. On prévoit des coupes de 15 millions d'euros. Adieu la 7TQ. Les jeunes qui décrochent, c'est ciao. Ici, on a des ados, à l'école polytechnique de Herstal, au lycée Jean Boutz, à l'IPS de Sorin. Ils sont censés être occupés avec l'école, leurs amis, leurs passions. Et non, ils sont super inquiets pour leur avenir. J'ai reçu beaucoup de témoignages et je vais en citer 3. Morena, 18 ans. Ça me donne la boule au ventre. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça, c'est notre avenir qui est en jeu. David, si je n'ai pas ma 7TQ, je ne pourrais pas ouvrir mon entreprise en électromécanique, alors que c'était mon rêve. Tom, 17 ans, je veux faire un travail que j'aime bien et pas un qu'on aura choisi pour moi. Ils n'ont pas de respect. Je suis en 5e, ce que je veux faire c'est la menuiserie, mais vu qu'on est 7 en classe, l'option risque d'être supprimée, c'est injuste. Des témoignages comme ceux-ci, on en reçoit des dizaines et des dizaines. C'est clairement une attaque directe aux jeunes, à la future classe travailleuse, à ceux et celles qui feront tourner la société de demain, qui créeront la richesse. Ils méritent évidemment du respect. Mais encore une fois, avec cette réforme proposée par le gouvernement et maire engagé, il y a une vision élitiste de l'enseignement, il y a de la casse et il y a du mépris. Mes questions sont simples. Allez-vous entendre les messages des jeunes qui s'inquiètent de leur avenir? Quelles sont les mesures que vous allez prendre? Je vous remercie, Madame la conseillère. Y a-t-il d'autres interventions par rapport à cette question? Non, nous passons à la question suivante. Pour la 3e question, je donne la parole à Monsieur Marc Delray. Merci, Monsieur le Président. L'incongruence des interventions du groupe Écolo et du PTB sur ces questions liées à l'enseignement est assez remarquable, je trouve, et donne lieu à quelques redondances, mais souligne surtout la nécessité de ces questions, et je vais donc encore donner lecture de celles-ci. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'actualité politique est évidemment fortement marquée depuis plus de 2 mois par le mouvement social dans le monde de l'enseignement. La grève exceptionnelle de 48 heures au début de cette semaine faisant suite notamment à différentes actions menées le 15 janvier 2025, une date qui correspond au jour de comptage des élèves dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est traditionnellement cette opération de dénombrement qui détermine le nombre de périodes consacrées à l'encadrement des élèves à la rentrée suivante et donc aussi par voie de conséquence le nombre d'emplois à pourvoir. Cette année, l'opération allait donc permettre de mesurer de manière chiffrée les dégâts engendrés par le décret-programme voté le 11 décembre dernier par le gouvernement régional et maire les engagés, sans concertation préalable avec le secteur. 3 mesures en particulier sont susceptibles d'avoir un impact délétère sur notre enseignement provincial. Premièrement, la réduction de 3% du financement total du secondaire qualifiant. Deuxièmement, l'interdiction pour les détenteurs de CESS de s'inscrire dans l'enseignement obligatoire avec ses impacts sur les 7e techniques de qualification et les 7e professionnels. Et troisièmement, le renvoi des élèves majeurs en décrochage vers l'enseignement pour adultes. Selon les estimations du Front commun syndical, quelques 500 emplois risquent ainsi d'être perdus sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans ce paysage, la région liégeoise risque d'être particulièrement touchée, étant donné le nombre d'écoles sur son territoire, et de plus, l'enseignement provincial se trouve en première ligne au vu de sa vocation à poursuivre des missions dans le cadre de l'enseignement qualifiant, technique et professionnel. À la ville de Liège, le pouvoir organisateur considère que quelques 43 emplois sont ainsi menacés dans des établissements dépendants de sa juridiction. Notre question est simple. Combien de pertes d'emplois peut-on craindre dans notre enseignement provincial en province de Liège? Que comptez-vous faire pour les empêcher, ainsi que le réclament depuis des mois les enseignants et les syndicats? Merci, Madame la députée présidente, pour votre réponse. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non.
J'invite à présent à la tribune Madame Cathy Firket, 2 députées provinciales présidentes à la tribune pour les réponses du Collège provincial à ces 3 questions. Bonjour à tous, merci Monsieur le Président. Madame Frenet, Monsieur Magnery, Madame Carlos de Oliveira, Monsieur Delray, Mesdames et Messieurs les conseillers, vos questions relatives aux conséquences du décret programme sur l'enseignement provincial, plus spécifiquement la réforme du qualifiant se recoupent. Permettez-moi donc d'y apporter une réponse globale, bien que vous le verrez, je ne manquerai pas de personnaliser certains éléments en fonction des sensibilités des uns et des autres. Ma réponse vous paraîtra peut-être un peu longue, ce n'est pas dans mes habitudes, vous le verrez, mais je pense que le sujet le mérite amplement. Monsieur Magnery, oserais-je vous dire que vous m'avez manqué? Je commencerai par vous citer ces mesures dont l'objectif prioritaire annoncé et assumé est la trajectoire budgétaire voulue par le gouvernement et maire engagé aura indéniablement un impact grave, voire irréversible, sur la qualité de notre enseignement. Tout d'abord, je peux vous assurer que la qualité de l'enseignement provincial est et restera une priorité, quelles que soient les mesures prises par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense même que certaines d'entre elles contribueront à renforcer cette qualité, mais il s'agit là d'un autre débat. Ensuite, vous parlez de trajectoire budgétaire voulue par le gouvernement et maire engagé. Ce budget 2025 ne sort pas de nulle part, Monsieur Magnery. Il s'inscrit dans la continuité du pacte pour un enseignement d'excellence, héritage des précédentes législatures, avec la volonté d'améliorer les résultats de tous les élèves et de réduire les inégalités sociales. Il s'agit d'une réforme systémique négociée, organisée et planifiée sans l'EMR depuis 2017. Et depuis 2017, Monsieur Magnery, Écolo a aussi été dans la majorité, vous le voyez. Il y en a donc eu à un moment donné ou à un autre pour tout le monde, à l'exception bien sûr du PTB qui fouillait la prise de responsabilité. Madame Carlos de Oliveira, Monsieur Delray, vous parlez du décret programme voté le 11 décembre dernier par le gouvernement régional et maire engagé sans concertation préalable avec le secteur. Tout d'abord, ce décret a été voté par la Fédération Wallonie-Bruxelles et non par la région. Ensuite, vous le savez, je ne suis pas ministre de l'Enseignement, je ne me prononcerai donc pas sur l'existence ou non d'une concertation. Il convient cependant peut-être de savoir ce qu'on entend par concertation. Ça ne veut en tout cas pas dire qu'on est d'accord avec tout. À mon échelle, soyez-en convaincus, je veillerai, j'ai déjà commencé à relayer les inquiétudes soulevées dans les écoles, mais aussi au sein de la commission paritaire enseignement secondaire et de promotion sociale que je préside. Si je suis à l'écoute des craintes et des revendications, je serai tout autant attentive à ce qu'une information correcte soit diffusée. Avant de poursuivre et de répondre à vos questions, je souhaiterais vous assurer, si nécessaire, de mon intérêt pour l'enseignement provincial. Dès après l'installation du collège et du conseil, le 6 décembre dernier, j'ai rencontré le directeur général en charge de la matière qui, d'emblée, a pu me relayer les inquiétudes, mais aussi les nombreuses questions soulevées par ces réformes. J'ai également, mi-janvier, été reçue à ma demande au cabinet de la ministre Glattini. Alors bien sûr, l'enseignement provincial devra s'adapter. Il devra aussi concerter les autres réseaux, rassurer les enseignants en place et à venir, le tout au bénéfice des jeunes qu'il convient d'outiller au mieux pour leur permettre d'entrer dans le monde du travail. Vous le comprendrez, j'espère. Mon implication sera totale, mais vous me connaissez, je tiens à faire de ces nouvelles dispositions une réelle opportunité pour renforcer un enseignement provincial de qualité en phase avec l'évolution des besoins de notre société. Vos questions sont aussi l'occasion de fournir une information objective, parfois bien éloignée des fake news qui circulent dans les médias,
et plus dangereusement encore au sein même de nos écoles. Monsieur Delray, l'une de vos questions porte exclusivement sur les pertes d'emplois à craindre dans notre enseignement provincial, en province de Liège. Votre inquiétude est également partagée par le groupe écolo. Selon vous, les 3 mesures suivantes risquent d'avoir un effet délétère sur ce nombre d'emplois. La première, la réduction de 3% du financement total du secondaire qualifiant. Quand on parle d'une réduction de 3% du financement, il ne s'agit pas de 3 enseignants sur 100 qui vont perdre leur emploi, mais bien de perte de charge de cours. Les enseignants en perte de charge seront réaffectés dans leur école, dans une autre école provinciale, voire dans un autre réseau. Nous serons particulièrement attentifs à ce qu'aucun enseignant ne reste sur le carreau et que chacun puisse continuer à s'épanouir dans sa fonction. Deuxième mesure, concernant l'interdiction pour les détenteurs d'un CESS de s'inscrire en 7e année technique et professionnelle. Il s'agit d'élèves dont la moitié ont plus de 20 ans, 30% ont d'ailleurs 21 ans et plus, et pour qui une alternative existe dans presque tous les cas, à proximité ou du moins dans la même zone géographique, que ce soit au sein de l'enseignement pour adultes, également organisé par la province, et qu'il conviendra donc de renforcer pour l'avenir, ou de l'IFAPME, Institut Wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises. Il ne s'agit donc pas de supprimer des parcours de formation, mais bien de les poursuivre via des opérateurs de formation adaptés, c'est vrai, à un public adulte. Si cette mesure débouchait sur des pertes de charges de cours pour certains, la réaffectation serait la priorité. Troisième mesure, le renvoi des élèves majeurs en décrochage scolaire vers l'enseignement pour adultes. Les jeunes visés sont bien ceux qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire en raison de leur âge et qui souhaitent se réinscrire en 3e et 4e secondaire, alors qu'ils n'ont pas été inscrits dans l'enseignement obligatoire depuis au moins 1 an. En Fédération Wallonie-Bruxelles, plus de la moitié d'entre eux ont 19 ans et plus. Il ne semble dès lors pas illogique de les orienter vers des opérateurs de formation pour adultes aux côtés de personnes de leur âge. Cela étant, globalement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les mesures actuelles que je viens d'évoquer feraient perdre 1% d'heures pour les professeurs. Elles concerneraient 1200 élèves du qualifiant, soit moins de 1%, pour lesquels on n'interrompt pas le parcours scolaire, mais qu'on réoriente vers une forme d'enseignement déjà financée et plus adaptée, un enseignement pour adultes, une haute école ou l'université. En province de Liège, l'estimation de la diminution scolaire pour les 12 établissements concernés suite à ces mesures est de 133 étudiants. Diminution toute relative, puisqu'une part de ces étudiants pourrait se retrouver dans les structures de promotion sociale du PO provincial, appelé désormais IPFA, pour Institut provincial d'enseignement et de formation pour adultes. À l'échelle de l'enseignement provincial, la diminution du nombre de NTPP, nombre total de périodes professeurs pour les 12 écoles concernées, est de moins 348 heures. Un nombre à nuancer parce que nous sommes dans un contexte de pénurie et qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, 7 enseignants sur 100 sortent déjà aujourd'hui du métier annuellement, par exemple, pour partir à la retraite. Autrement dit, je pense que des emplois, il y en aura pour tout le monde, peut-être, c'est vrai, pas au sein de la même école, mais des emplois, il y en aura. Monsieur Magnery, vous vous interrogez également sur les conséquences de la suppression des options à moins de 10 élèves. Quelle est l'ampleur estimée pour l'enseignement provincial?
Sur le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 5400 options existantes. 50% d'entre elles, soit 2700, comptent moins de 10 élèves et 1300, presque la moitié donc, font face à une offre identique à moins de 10 km de distance, tout réseau confondu. Il faut aussi souligner que ces risques de fermeture ne concernent pas les options menant à des professions en pénurie. Pour l'enseignement provincial, 7 options réparties dans 5 écoles sont concernées. À titre d'exemple, 3 étudiants dans une option aide familiale ou encore 5 étudiants en cuisine de collectivité. Il est également important de souligner qu'en cas de fermeture, c'est bien l'entrée dans l'option qui n'est plus possible. Il ne sera donc mis fin à aucun parcours d'étudiants en cours de route. Madame Carlos de Oliveira et Monsieur Deléré, vous nous faites part des inquiétudes des élèves, de leur colère et de leur refus de cette réforme du qualifiant. Vous me demandez ce qu'on leur répond. Eh bien, moi, j'ai envie de vous dire, pas toujours la vérité, en tout cas. La première chose que j'aurais envie de leur répondre, c'est de s'informer sur la réforme. Malheureusement, beaucoup de fausses informations circulent, simplement par méconnaissance parfois, mais bien plus grave, à d'autres moments, par instrumentalisation de ces jeunes et de leurs parents. Preuve en est les nombreux documents qui circulent à l'extérieur et à l'intérieur des écoles. Certains sont portés à notre connaissance, mais j'imagine qu'il y en a bien d'autres en circulation. À titre d'exemple, pour répondre à votre question de situation précise, ma réponse à Tom, que vous citez, 17 ans, 5e menuiserie, ils sont 7 en classe, option à risque de fermeture selon lui. Alors Tom, la menuiserie est une superbe vocation et personne ne pourra t'empêcher de faire ce que tu souhaites dans la vie. De plus, c'est un métier en pénurie pour lequel on recrute partout. En clair, ton option est protégée et ne subira aucune fermeture, même si le nombre d'élèves est faible. Quand tu obtiendras ton CESS en fin de 7e année professionnelle et avec ta qualification en poche, tu pourras te lancer en toute confiance dans le monde du travail et pourquoi pas te lancer dans une formation spécialisée pour adultes qui te donnera encore plus d'expertise. Ma réponse à David maintenant, qui selon lui, s'il n'a pas sa 7e TQ, ne pourra pas ouvrir son entreprise électromécanique alors que c'est son rêve. David, quand tu termineras ta 6e technique de qualification, tu auras déjà ton CESS et ta qualification en poche, ce qui signifie que tu pourras directement entrer dans le monde du travail, gagner ta vie et acquérir suffisamment d'expérience pour te lancer peut-être un jour comme indépendant. Le moment venu, tu pourras toujours, si tu le souhaites, suivre une formation spécifique en gestion dans un organisme tel que l'IFA-PME ou un centre de compétences agréé. Tu pourras évidemment également décider de poursuivre tes études dans l'enseignement pour adultes de la province ou dans une haute école en électromécanique qui te permettra d'ouvrir ta propre société avec un niveau d'expertise supérieur. En effet, grâce à la réforme, les partenariats avec les entreprises seront renforcés, aussi bien dans le secondaire que dans le supérieur. Tu auras ainsi une meilleure préparation pour intégrer directement un métier à l'issue des études. Sachez que le collège respecte les étudiants, il ne les méprise pas. Maîtriser, on essaye. Il souhaite pour eux un épanouissement dans tous les pans de leur vie, privée mais aussi professionnelle. L'enseignement qualifiant ne doit plus être la conséquence de relégation ou d'échecs scolaires, mais bien un choix positif qui permet d'aboutir à un métier actuel et ou d'avenir. L'enseignement qualifiant doit être réorganisé et pas que pour des questions budgétaires, comme certains semblent penser. D'ailleurs, si le budget déterminait la qualité d'un système,
nous serions au même niveau que la Suède et plus performants que le Danemark ou la Finlande, ce qui est loin d'être le cas. Monsieur Manieri, vous soulevez également la question de l'accompagnement des établissements scolaires, des professeurs et des élèves dans leur adaptation à ces réformes. Vous avez raison, avec l'intervention de monsieur Delray par rapport à la colère des étudiants, je ne peux que constater que l'information est capitale. Celle des établissements scolaires et des centres PMS pour commencer parce que c'est sans doute vers eux que se tourneront les étudiants en questionnement, que ce soit sur la réforme en général ou sur leur propre situation. Les élèves concernés par les réformes du décret programme dans notre PO seront entendus et informés par les équipes éducatives et les membres du PMS afin d'être apaisés et orientés vers toutes les possibilités disponibles. Chacun pourra ainsi choisir la solution la plus adaptée à son projet de vie. Sachez que les directions des écoles secondaires et pour adultes ont été rencontrées par la direction générale de l'enseignement provincial. La réforme leur a été expliquée. Alors je vous le concède, certains points techniques restent en suspens et appellent des précisions de la part de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sachez que nous nous attelons à les obtenir et que nous ne manquerons pas de les relayer en commission notamment. Enfin, les parents devront également faire l'objet d'une attention particulière dans la compréhension de la réforme. Ils seront informés selon des modalités encore à fixer. Je terminerai en affirmant que chacun peut avoir son interprétation des réformes mises sur pied, mais il est un constat que personne ne peut nier. Certaines filières qualifiantes peinent à attirer des étudiants et conservent une image négative. Elles ne répondent pas suffisamment aux attentes des entreprises, font face à un taux d'emploi trop faible à la sortie, ainsi qu'à un taux d'abandon et de décrochage élevé en cours de formation. Une réorganisation est donc nécessaire, voire primordiale. Depuis début janvier, j'ai entrepris de visiter chaque école, chaque implantation, mais aussi d'avoir un échange direct, systématique, avec les directions et les équipes éducatives. J'ai évidemment commencé par l'enseignement secondaire, au vu de l'actualité. Dans chaque école, si je rencontre des équipes inquiètes, et c'est bien légitime, je rencontre aussi et surtout des enseignants motivés pour qui les jeunes sont de vrais moteurs, des enseignants conscients de l'importance de la valorisation de l'enseignement qualifiant, et j'ajoute que je pousse aussi la porte d'infrastructures de très grande qualité et très bien équipées. À mon sens, la province de Liège a de nombreux atouts pour se positionner dans le paysage de l'enseignement secondaire qualifiant et pour apporter son expertise à une future fusion des réseaux d'enseignement officiels. Plutôt que de se limiter à dénoncer des inquiétudes réelles ou fantasques, le collège accompagnera le changement avec comme ligne de conduite la qualité d'un enseignement en phase avec les besoins de la société, mais aussi la préservation de l'emploi des enseignants. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale présidente. Une réaction, Monsieur Manieri. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée, pour votre réponse plutôt complète. Je retiens quand même de votre intervention votre souhait de défendre et de valoriser le qualifiant. Nous partageons cette envie et ce souhait, mais je ne suis pas sûr que les réformes actuelles aient dans ce sens. Mais bon, vous nous avez rassuré que vous portiez de l'intérêt pour l'enseignement qualifiant. Ouf, heureusement. Vous dire, pour répondre plic-ploc à quelques
petits éléments que vous avez mis sur la table, notamment la continuité de ces réformes qui seraient dans la continuité du pacte d'excellence. Ce n'est pas le cas. Si c'était dans la continuité du pacte d'excellence, ça ne susciterait pas, je pense, le remous que ça suscite actuellement. C'est bien ce qui est reproché à ces réformes, c'est de sortir de ce qui avait été convenu dans le pacte, notamment d'un point de vue budgétaire, justement, où le pacte devait être neutre, voire revaloriser certaines filières, mais certainement pas diminuer les moyens. Vous parlez du moins 3% de NTPP, qui n'est pas moins 3% de professeurs, mais moins 3% d'heures de cours. Ben évidemment, enfin, je sais pas, tout le monde, c'est évident pour tout le monde. Mais supprimer 3% des heures de cours, ça risque quand même de supprimer des emplois de profs. Et alors vous dites, oui, mais il y a pénurie. Oui, il y a pénurie, mais ça dépend de quel prof on parle. Et un prof de maths ne va pas être réaffecté en professeur de géographie. Donc, ça pose quand même toute une série de questions très concrètes, très personnelles. Et alors, moi, j'ai souligné et j'ai mis entre guillemets votre phrase dans mes petites notes. Des emplois, il y en aura pour tout le monde. Ce sera au PV. Et je prie pour que vous ayez raison. Franchement, je prie pour que vous ayez raison, mais j'ai quand même quelques doutes. Dire aussi que l'objectif de l'école, c'est pas uniquement de former des futurs petits employeurs. L'objectif de l'école, c'est aussi, surtout et avant tout, de former des citoyens. Ne l'oublions pas, même dans l'enseignement qualifiant. Vous parlez de 10 km, d'éviter les redondances. 10 km, ça n'a l'air de rien pour vous. Moi, on est des jeunes adultes, on a souvent une voiture. 10 km pour des adolescents, c'est énorme. Si je dis que le conseil provincial va se réunir à Aulne, ça va faire plaisir à personne ici, alors qu'on a tous une bagnole. Dites-le à des adolescents qui doivent venir en bus, 10 km, ce n'est pas anodin de supprimer les sections. Et j'arrive à la fin, Monsieur le Président, je vous remercie. Je me permets de prendre un tout petit peu plus de temps pour dire le point positif, c'est que Madame la députée a quand même répondu très concrètement aux questions avec des chiffres, et c'est ce qu'on attendait, et ça nous permettra de continuer la réflexion par la suite en commission. Je vous remercie, Madame la députée. Merci, Monsieur le conseiller. Monsieur Delray. Merci, Monsieur le Président. Je serai très bref. Merci à Madame la députée présidente pour la réponse, en effet bien complète et intéressante. On note évidemment que, sans grande surprise, elle s'attache quand même à défendre la réforme dans son esprit et dans sa forme. Elle dit aussi qu'elle va essayer de rassurer les enseignants, etc. Je ne suis pas sûr d'être entièrement rassuré pour ma part. Mais en tout cas, je ne peux pas croire que les 30 000 personnes qui défilaient dans les rues à Bruxelles il y a seulement 3 jours de cela, et tous étaient des personnes mal informées ou informées par des fake news. Donc voilà, nous allons en tout cas, nous, au PTB, rester en lien avec les syndicats et essayer de rester à l'écoute de leurs inquiétudes aussi. Et sans doute que nous aurons l'occasion de revenir à cette tribune dans ce cadre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Delray. Madame d'Oliveira. Okay. Pour la 4e et dernière question, je donne la parole à Monsieur Grégory Piron. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, suite à la crise sanitaire, tout le monde s'accordait à dire que les services de secours étaient essentiels et tout le monde les applaudissait. Quelque temps plus tard, les choses sont totalement différentes et les niveaux de pouvoir se rejettent la patate chaude quant à leur financement, sans compter les désinvestissements dans les services publics et la diminution des casernes de la protection civile. Les pompiers s'inquiètent pour leurs conditions de travail et de salaire, mais s'inquiètent surtout pour la sécurité de la population. En effet, ils étaient encore très nombreux aux dernières manifestations à Bruxelles. N'oublions jamais que les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Notre groupe est particulièrement interpellé par la situation des zones de secours. Les différents services ont pourtant encore démontré toute leur utilité les semaines précédentes. Malheureusement, à l'heure actuelle, une réelle menace pèse sur eux en ce qui concerne les moyens qui leur sont octroyés. Le financement des zones de secours est à présent pris en charge en grande partie par la province, et ce alors que l'État fédéral ne respecte pas son engagement de fournir 50% du financement des zones de secours, il se contente de financer à peine 25%. L'objectif de la majorité wallonne est maire engagée, et que vous reprenez dans votre déclaration politique provinciale, est que la province reprenne à 100% le financement des zones de secours. C'est d'ailleurs assez interpellant de voir que ceux qui veulent la mort des provinces sont les mêmes qui veulent que ce soit elles qui financent les zones de secours. Parce qu'une fois que la province financera les zones à 100% et cesserait de fonctionner, on fait quoi? On fait à nouveau redescendre le poids sur les villes et communes?
en sachant que certaines sont déjà sous tutelle, au risque d'avoir des zones de secours à plusieurs vitesses? Et puis, on le sait, ce financement énorme de la province va irrémédiablement amener à faire des choix, à réduire la voilure. Vous avez déjà utilisé cet argument lors de la précédente législature, ce qui a mené à des coupes budgétaires importantes. Que va-t-on couper encore comme dépenses? Le personnel, la politique sociale, les bâtiments scolaires? L'État fédéral doit avant tout respecter sa part de financement de 50% comme le veut la loi de 2007, ce qui permettrait de pérenniser ce service essentiel de zone de secours. Comptez-vous faire entendre cette demande dans vos partis, émers et engagés, à la table des négociations du futur gouvernement Arizona? Merci pour vos réponses et votre attention. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non, je demande donc, j'invite monsieur Luc Lejeune, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les membres du collège et du conseil provincial, chers collègues, je remercie monsieur Piron, monsieur Bastin pour la question posée, qui est pour moi l'opportunité d'une première réponse ayant en charge les zones de secours. Alors, peut-être recontextualiser quelque peu. Depuis 2015, la province de Liège se positionne comme un acteur de plus en plus impliqué en matière de sécurité civile. Au cours de la législature 2012-2018, la province a doté les services d'incendie en matériel et en infrastructure, a contribué à l'étude approfondie de l'impact de la réforme de la sécurité civile sur les communes et a posé les bases d'une concertation et d'une collaboration rapprochée avec les 6 zones de secours de son territoire pour développer des projets permettant d'optimiser l'efficience du service aux citoyens. La précédente législature 2018-2024 s'est avérée véritablement charnière pour l'application provinciale dans cette matière, suite à la volonté du gouvernement wallon de voir les entités provinciales reprendre progressivement à leur charge une partie des dotations communales aux zones de secours. J'en arrive à la législature actuelle 2024-2029, où dans sa déclaration de politique régionale, le gouvernement wallon a émis le souhait de stabiliser juridiquement le transfert de la dotation provinciale aux zones de secours et de fixer une trajectoire budgétaire visant à finaliser la reprise totale du financement des zones de secours en lieu et place des dotations communales. Cette reprise à terme à 100% des dotations communales par notre province n'est pas un élément anodin, puisqu'en application de la loi de 2007 relative à la sécurité civile, la puissance votale des membres du Conseil de zone sur les questions financières est décisive. Donc ça veut dire concrètement que dès 2025 pour certaines zones, pour l'ensemble des zones, à l'exception de l'intercommunale en 2026, la province représentera à elle seule plus de 50% des voix du Conseil de zone. En conséquence, tant le collège que le conseil provincial vont avoir un rôle prépondérant à jouer pour le devenir des zones dans les années à venir. C'est la raison pour laquelle, et vous en êtes informé au Conseil de février, je vous proposerai de créer une 6e commission totalement dévolue à la sécurité civile. Celle-ci regroupera une représentation du collège, du conseil, des services du gouverneur, également les présidents de zone ainsi que des experts et bien entendu notamment les commandants de zone. Ce sera le lieu de concertation d'échange sur les difficultés opérationnelles rencontrées par les zones et nous analyserons de quelle manière la province pourra être porteuse de solutions en concertation avec les zones, notamment des solutions de mutualisation. Donc vous voyez que dans mes propos, il n'est nullement question d'envisager une diminution du service et bien évidemment de la sécurité à la population. Alors de façon précise pour l'exercice 2025, puisque la circulaire ministérielle des pouvoirs, du ministre des pouvoirs locaux du 17 janvier l'a effectivement précisé,
Notre dotation provinciale aux zones de secours sera de 49 845 727. Cela représente une augmentation de 4 067 127 euros par rapport à la dotation de 2024. Et donc, ces calculs sont une estimation de notre directeur financier provincial. Dans la même circulaire ministérielle, le ministre encourage à valoriser jusqu'à un maximum de 10% du fonds des provinces des biens et des actions diverses au bénéfice des zones de secours, étant entendu que cette valorisation participe à l'objectif de dotation des 49 845 727 dont je viens de parler. Les discussions avec les zones de secours seront bien évidemment menées dans ce sens. Alors j'en termine peut-être en répondant à votre évocation. Vous évoquez de manière plus large la question du financement global des zones de secours et la pérennité de notre institution. Sur la question de l'application du ratio entre dotation fédérale et dotation communale, voire provinciale aujourd'hui, nous sommes dans la ligne droite du positionnement tant de la POE que de l'Union des villes et communes qui, depuis plusieurs années, réclament l'application de ces dispositions prévues dans la loi de 2007. S'il apparaît qu'un gouvernement fédéral se met en place, et que je peux relayer et appuyer cette revendication, bien évidemment, je le ferai avec force et conviction. Le fait d'avoir une cohérence de majorité à plusieurs niveaux aiderait à la réalisation de cet objectif et j'ajoute que c'est aussi le rôle de notre organe représentatif qu'est l'APOE, l'Association des provinces wallonnes, de défendre ses intérêts. Concernant le devenir des provinces, vous l'avez lu tant dans la déclaration de politique wallonne que dans la déclaration de politique provinciale. La volonté est bien de réformer et de réorienter les missions provinciales pour compenser la montée en puissance au sein des zones de secours. Le gouvernement wallon a laissé aux provinces 3 ans pour réaliser ces analyses et faire les choix les plus opportuns au regard des situations spécifiques de chaque province. Il est bien entendu prématuré aujourd'hui, à l'aube de ce travail, d'évoquer des pistes potentielles, mais ma conviction reste que malgré cette réforme, des missions essentielles, notamment supracommunales, subsisteront dans leur fondement et notre personnel provincial pourra qualitativement pérenniser celles-ci. Enfin et en conclusion, j'attire votre attention sur le fait que l'implication de la province dans le financement et dans le fonctionnement zonal n'a pas vocation à être un feu de paille, mais tend plutôt à donner un avenir à notre institution en positionnant la province sur une compétence, sur un service public essentiel qui est, comme vous le mentionnez, notre patrimoine commun. Voilà, j'espère avoir été complet. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le député. Une réaction? Nous pouvons passer au point suivant, le point 6 de l'ordre du jour, le document 2425/070, déclaration de politique provinciale du Collège provincial pour les années 2024 à 2030. Je vous rappelle que ce document est disponible sur le portail depuis le vendredi 24 janvier dernier. Une version imprimée pourra vous être remise sur simple demande auprès du service du Conseil provincial. J'invite Madame la députée provinciale présidente, Cathy Firquet, à la tribune pour la présentation de la déclaration de politique provinciale du Collège pour les années 2024 à 2030. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, nous voici donc à l'aube d'une nouvelle législature et la présentation de la déclaration de politique provinciale marque le premier temps fort de cette nouvelle majorité MR-PS engagée. L'exercice est nouveau pour moi et je m'en réjouis car pour les plus anciens, je vais enfin pouvoir parler d'autre chose que de chiffres. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, mais si vous consultez la déclaration de politique provinciale 2018-2024, si vous avez une soirée libre, un de ces quatre,
vous constaterez que certains projets n'ont pas abouti, comme l'ancien collège l'avait pourtant prévu. Ce n'est pas rare, mais lors de la précédente législature, ce fut peut-être plus le cas que d'ordinaire. Pourquoi? Eh bien, parce que quand le précédent collège s'est projeté pour 6 ans, il ne pouvait évidemment imaginer quelle législature chaotique il aurait à gérer. L'avenir n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait. Il est fait d'imprévus et de rebondissements et ces dernières années ont eu leur lot. L'ADPR, arrivée en 2019 avec tout ce que ça a impliqué financièrement pour les provinces, suite à la reprise du financement des zones de secours, la pandémie du Covid-19, les inondations et leurs conséquences dramatiques pour de nombreuses communes du territoire, la crise énergétique qui a touché très durement les citoyens et les pouvoirs publics. Le précédent collège et la province de Liège ont donc dû s'adapter à ces événements et rebondir pour continuer à assurer ces missions de service public. Mais ça, c'était pour le passé. Aujourd'hui, parlons des 6 prochaines années. Saint-Exupéry écrivait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit point de le prévoir, mais de le rendre possible. » Nous vous présentons donc aujourd'hui, mes collègues députés et moi, notre vision pour les années à venir, les projets que nous souhaitons réaliser, les lignes fortes de notre politique. Nous le faisons en étant conscients que la feuille de route que nous vous livrons et que nous livrons en même temps aux citoyens et à l'administration est susceptible d'être malmenée par des événements que nul ne peut prévoir ici aujourd'hui. Évidemment, personne ne le souhaite, touchons du bois. C'est pour faire face aux imprévus, mais aussi aux difficultés déjà bien connues que la province de Liège a besoin d'une majorité forte et la plus large possible. Nous sommes en pleine période d'épidémie de grippe. Les virus nous assaillent de toutes parts. À son échelle, la province de Liège n'est pas épargnée. Elle a besoin de reprendre des forces et de prendre des vitamines pour bloquer les attaques qui viennent de tous les horizons. Une majorité MR-PS engagée, inédite, composée de partenaires qui savent se parler, qui savent s'écouter, qui savent travailler ensemble dans un respect mutuel des convictions de chacun. Une majorité qui s'est rassurée dans un monde qui semble tourner à l'envers. Une majorité large pour avoir le courage de réformer en profondeur nos propres instances, pour retisser du lien avec la population. Nous devons, c'est vrai, réenchanter la politique. Nous devons rendre confiance aux citoyens et cette volonté ne peut complètement se réaliser qu'en passant par une nécessaire démarche de recherche de la transparence. Pour ce faire, le collège amplifiera les règles et les attitudes de bonne gouvernance. Tout saupoudrage d'argent public continuera d'être évité. La satisfaction de l'intérêt général sera systématiquement recherchée. Dans le même ordre d'idées, le devenir des ASBL provinciales sera analysé au niveau des structures, mais aussi des situations particulières des collaborateurs qui les composent. À travers cette analyse, leur nécessité comme mode de gestion d'une compétence ou d'une activité devra être démontrée. Le collège souhaite également améliorer la communication vers la population. Par exemple, le règlement d'ordre intérieur du Conseil provincial sera revu pour permettre en séance des interactions plus dynamiques entre les conseillers et le collège, et ce, afin d'avoir une meilleure lisibilité du processus décisionnel du Conseil. Une majorité forte pour également faire barrage aux événements peu rassurants qui se profilent de par le monde, et je pense ici notamment à la montée des extrémismes, je dis dans le monde, faisant référence aux États-Unis, même si nous n'avons pas besoin d'aller si loin, ça se passe en Europe et bien plus proche encore en France et en Belgique. Et puis, plus proche de nous, c'est en interne
que se joueront les principaux enjeux auxquels la majorité politique étendue devra faire face. Le collège le reconnaît. Nous avons un avantage de poids sur le précédent collège, puisque le gouvernement wallon a présenté sa déclaration de politique régionale en juin. Nous savons donc à quelle sauce la région wallonne veut nous manger. Le gouvernement wallon l'a annoncé et formalisé. Nous savons que notre participation au sein des zones de secours est fixée. Nous en connaissons l'importance pour ce début de législature. Nous savons aussi que nous avons 3 ans pour analyser et déterminer quelles compétences pourraient être plus légitimement et plus efficacement assurées par d'autres niveaux de pouvoir ou conservées par la province. Nous ferons ce travail de réforme. Cela étant, le collège pose d'ores et déjà 2 balises. Premièrement, la province de Liège restera maître des compétences qu'elle jugera opportunes ou non de présenter comme transférables pour continuer à garantir la qualité du service public. En d'autres mots, elle exigera que son autonomie de décision, telle que garantie par la Constitution, soit respectée. Deuxièmement, toute réforme ne pourra se faire que dans le respect et avec la pleine contribution du personnel provincial, la première richesse de l'institution. Le personnel sera acteur du changement pour mieux appréhender et s'approprier ce vaste processus de réforme en cours. Le collège affirme que la préservation de l'emploi sera sa priorité. Nous fixons ces limites car nous sommes convaincus de la légitimité de la province pour déterminer en toute objectivité la pertinence des futures actions qu'elle développera. En effet, ce type de choix ne peut être posé qu'en connaissant parfaitement le territoire et ses spécificités, son tissu politique, associatif, économique et les besoins de chacun, en premier lieu, les besoins des citoyens. Du coup, pour cette analyse, pour cette connaissance de son territoire, la province reste la plus pertinente. Notre réorientation stratégique reposera sur plusieurs principes fondamentaux. Le renforcement des complémentarités et des synergies entre les actions portées par nos départements, la recherche constante de leur pertinence à l'échelon provincial et leur évaluation continue. Vous le savez, nous sommes profondément attachés à la province de Liège, à l'institution dans tout ce qu'elle représente et incarne, un pouvoir public de proximité suffisamment large pour rassembler des points de vue plus locaux. Cette importance stratégique des provinces dans leur dimension supra-locale n'a échappé à personne, et en premier aux communes, qui considèrent les provinces, selon une étude dont vous trouverez les détails dans la déclaration de politique provinciale, comme des partenaires privilégiés, suffisamment armés pour les soutenir afin de répondre aux défis auxquels elles sont confrontées. Le collège souhaite donc que la province renforce son engagement auprès des acteurs locaux. Elle doit le faire en mettant à profit l'expertise de ses collaborateurs pour organiser une supracommunalité bénéfique à l'ensemble des usagers. Clairement, la province s'érigera toujours plus en tant qu'amie des communes, des intercommunales, des zones de secours, des zones de police, des associations ou encore des entreprises. Pour mettre en œuvre cette vision de la supracommunalité, le collège renforcera le rôle du département des relations avec les territoires, les villes et les communes. Les missions qu'il entend assurer reposeront plus encore sur l'implication de l'institution dans 3 domaines d'action: le soutien aux initiatives supracommunales, l'aide aux communes et la sécurité civile. Suite à la dissolution de la SBL Liège-Europe Métropole, le collège redéfinira le processus de soutien aux projets supracommunaux dans une logique de plus-value accrue en faveur du développement et de l'attractivité du territoire. Il s'engage
néanmoins à poursuivre le financement des projets supracommunaux ayant déjà fait l'objet d'une analyse et ayant reçu une promesse de principe antérieure. L'analyse réalisée par le département des relations avec les territoires, les villes et les communes sous la précédente législature a permis d'identifier les champs d'action dans lesquels les communes, surtout les moins peuplées, ont le plus de difficultés à remplir leur mission. Il s'agira donc de poursuivre les efforts déployés pour leur venir en aide via des actions concrètes, marché public, appel à projets, centrales d'achat, fonctionnaires sanctionnateurs, gestion des cours d'eau, pour citer quelques exemples. En d'autres mots, quand l'expertise provinciale pourra profiter à nos partenaires locaux, notre institution répondra présente. Enfin, en ce qui concerne le troisième volet du rôle supracommunal, les zones de secours, le gouvernement wallon a donc stabilisé juridiquement le transfert de la dotation provinciale aux zones de secours, toujours dans l'optique d'épargner les villes et les communes, et l'importance de cette dotation future permet à la province d'exiger dans les faits une transposition de sa légitimité au sein même des zones de secours. Concrètement, la province participera bien activement aux décisions et à la stratégie de développement des zones de secours en siégeant dans tous leurs organes pour y apporter sa vision suprazonale. Et en parallèle, en interne, nous accorderons à cette compétence capitale une place plus importante puisqu'elle est désormais attribuée à un seul député représentant l'ensemble des membres du collège dans ces mêmes instances. Et je remercie Luc Lejeune de prendre cette compétence à bras-le-corps. En conséquence, le mois prochain, le collège proposera au Conseil provincial de créer une commission spéciale, une 6e commission au sein de laquelle la matière relevant de cette compétence sera abordée. Chers collègues, le collège s'engage donc à réformer la province comme ça lui est demandé. Il entend réformer sans arrêter d'agir. Pas question de se reposer sur nos lauriers. La province de Liège assumera ses responsabilités envers les citoyens et continuera à porter les projets qui font d'elle un niveau de pouvoir proche de tous. Mais avant d'entrer au cœur de ce qui constitue son programme politique, nous ne pouvons exposer les projets que nous voulons concrétiser sans aborder nos intentions en faveur du personnel provincial. Le collège souhaite en effet pouvoir s'appuyer sur une administration forte, composée d'une ligne hiérarchique respectueuse et responsabilisée, et de collaborateurs motivés, formés et respectés dans leur travail. C'est la raison pour laquelle le collège réaffirme que les changements qui s'annoncent ne pourront se faire sans la pleine participation du personnel. Nous tenons à rassurer tous les collaborateurs qui nous écoutent ou nous liront. À chaque étape du processus, le personnel provincial sera informé et accompagné. La mobilité interne, elle, continuera à être favorisée et des opportunités de formation seront proposées pour mieux participer au plan de réforme des compétences. J'ajoute que nous avons la volonté de mettre en place des mesures en faveur de l'amélioration des conditions de travail du personnel. Par exemple, nous continuerons à évaluer la politique du télétravail et envisageront la possibilité d'octroyer certains avantages sociaux tels que des chèques repas pour renforcer le pouvoir d'achat des collaborateurs provinciaux. Malgré le contexte très difficile, le collège tient aussi à rappeler qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes. Sachez que la rencontre de cette préoccupation légitime de la part des citoyens est rendue possible grâce à une gestion rigoureuse et responsable des finances provinciales depuis plusieurs années. Laura Crapanzano, nouvelle députée, aura la lourde tâche de coordonner l'ensemble de nos travaux budgétaires. Enfin, pour faire face efficacement et de façon cohérente aux modifications profondes appelées par l'ADPR,
Un cadrage du fonctionnement de l'administration provinciale est indispensable à cet effet, dans un objectif de simplification administrative, garantissant des services plus rapides, efficaces et surtout mieux adaptés aux besoins des usagers. Le Collège souhaite tendre vers une digitalisation totale de son processus décisionnel et du traitement des factures. Et puis, dans le même ordre d'idées, une réflexion sera menée sur une plus grande centralisation de certains services et de certaines fonctions en matière de ressources humaines, financières, en matière de gestion des marchés publics et de certaines matières juridiques. La concrétisation de cette volonté déchargera les départements qui pourront se recentrer sur l'opérationnalisation de leur mission. Chers collègues, nous allons donc réformer sans arrêter d'agir. Agir, d'accord, mais pour combien de temps? La difficulté rencontrée au cours de l'élaboration de la présente déclaration de politique provinciale a, vous vous en doutez, résidé dans la fixation par la région wallonne d'un calendrier précis à mi-législature. Du coup, comment anticiper ce que le plan de ventilation des compétences prévoira? La réponse se trouve dans le second outil prévu par le législateur wallon dans le cadre du pilotage de la politique provinciale dans le plan stratégique transversal ou PST. Le PST traduira pour chaque service et département les orientations de la DPP en objectifs stratégiques et en projets concrets permettant un ajustement de l'action quand ça s'avère nécessaire. Il constitue l'instrument fiable d'évaluation de la mise en œuvre des choix opérés par le Collège en début de législature. L'évaluation du PST, fixée à mi-législature par décret, coïncidera donc avec la validation du plan de ventilation des compétences attendu au même moment par le gouvernement wallon. Elle permettra de recentrer et de redéfinir les objectifs au regard de la nouvelle répartition des compétences. Cela étant, même si les défis et les inconnus sont importants, le Collège garde plusieurs grands projets et actions concrètes en faveur du citoyen. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous exposer des idées aussi farfelues qu'inquiétantes, comme renommer un cours d'eau. La majorité MR-PS engagée a les pieds bien sur terre. En matière d'enseignement, 3 nouveaux bâtiments seront construits en collaboration avec André Denis, député en charge des infrastructures notamment. Ainsi, le nouveau campus Bavière permettra à 3000 étudiants de poursuivre leur formation d'infirmiers, de sages-femmes ou de kinés dans des infrastructures dotées des dernières technologies. Par ces investissements, nous confirmons que l'enseignement demeure une de nos priorités. Pour l'enseignement, toujours, le déploiement de la stratégie numérique globale sera décliné d'une part en renforçant les compétences numériques des enseignants et des étudiants et d'autre part en intensifiant les équipements numériques individuels des élèves et des enseignants. La politique culturelle de la province de Liège reste sous la houlette de Luc Gillard, un pilier essentiel de la politique provinciale. La province dispose d'organes performants pour favoriser la création et les échanges entre les différents acteurs du secteur de la culture sur son territoire, comme le B3, le Musée de la Vie wallonne et l'OM par exemple. Rien n'est cependant jamais acquis. C'est la raison pour laquelle, au niveau culturel, par exemple, une réflexion sera mise en place pour revoir l'appellation du Musée de la Vie wallonne. Cette nouvelle appellation pourrait être complétée par une modernisation du parcours permanent. Le département Santé et Affaires sociales poursuivra son travail de recentrage de ses missions via la réorganisation de ses services au sein d'un seul lieu, le site Saint-Laurent. De plus, l'intégration du service de la guidance au sein du département et du site de Saint-Laurent permettra de renforcer la cohérence de ces actions et d'aligner les missions des différents services pour que les citoyens, premiers bénéficiaires, reçoivent l'information et l'aide les plus complètes en un même lieu.
Le département de la formation, lié étroitement à la politique supracommunale, verra ses missions se développer. Les évolutions se feront en parfaite adéquation avec les besoins et aux bénéfices des pouvoirs locaux, des zones de secours et des zones de police, affirmant le rôle de garant pédagogique du département dans l'organisation des formations. Le service des sports poursuivra une politique basée sur 3 axes: le soutien à l'organisation d'événements, le soutien aux acteurs sportifs et la promotion du sport pour toutes et pour tous. Les actions choisies continueront de s'articuler en complémentarité avec ceux menés par d'autres niveaux de pouvoir. Je fais une parenthèse ici, c'est évidemment valable pour tous les départements de la province. La plus-value provinciale sera, on l'a dit et on continuera de le dire, toujours recherchée et se matérialisera par la contribution à des projets porteurs d'attractivité et de développement économique du territoire. Pour faire face au manque d'infrastructures sportives, le service continuera à valoriser les 5 infrastructures sportives provinciales via la réalisation d'un cadastre intégrant également celle de l'enseignement provincial qui pourrait être mise à disposition des clubs, bien entendu en dehors des horaires scolaires. En matière de tourisme, la Fédération du tourisme de la province de Liège, la FTPL, finalisera des projets ayant un impact socio-économique pour le territoire, comme le réseau vélo touristique et l'Ardent Trail Center VTT. Les sites touristiques provinciaux, le domaine de Wégimont, le château de Jeuet et le musée de la vie wallonne, tous deux à cheval entre la culture et le tourisme, continueront d'assurer des missions pédagogiques tout en étant vecteurs de culture et d'histoire. La nouvelle législature sera également l'occasion d'optimiser le fonctionnement des sites paraprovinciaux pour augmenter leur attractivité et les rendre moins dépendants des subventions publiques. En matière d'agriculture, la priorité sera donnée aux actions en faveur d'une agriculture durable, intégrée et différenciée. L'accompagnement technique du maraîchage et le soutien administratif aux producteurs locaux ont, par exemple, démontré toute leur pertinence et doivent être encouragés. Reconnu par la Wallonie et l'Europe, le Centre provincial de formation en agriculture et ruralité, le CPFAR, continuera à proposer des formations innovantes et maintiendra son soutien à l'économie circulaire et au circuit court via la conserverie, la miellerie et le vignoble didactique. Enfin, la politique provinciale en matière de développement durable, matière transversale s'il en est, poursuivra son rôle via son engagement dans les campagnes POLEC de coordinateurs et d'accompagnateurs supralocales dans la mise en œuvre du plan climat des communes. La province ouvrira la voie en adaptant son propre plan climat provincial pour rencontrer les dernières exigences au regard du défi écologique qui se pose à chacun d'entre nous. Voilà, vous le savez, chers collègues, l'ampleur de la réforme demandée a nécessité un consensus large et historique au lendemain des élections du 13 octobre dernier. Ça s'est traduit par une majorité à 3 partis. La majorité MR-PS engagée entend prendre ses responsabilités. Elle aura à cœur de démontrer que la province reste audacieuse, qu'elle apporte une réelle plus-value sur son territoire, qu'elle demeure au service de tous, qu'elle est plus que jamais aux côtés de tous ses partenaires publics ou privés. Durant cette nouvelle législature, divisée en 2 fois 3 ans, le collège avancera à 3 parties, dans une valse à 3 temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours. Vous excuserez la légèreté apparente de ces paroles, qui recèlent néanmoins une part criante de vérité. Le collège mènera l'institution provinciale là où le gouvernement wallon lui demande d'aller.
Il travaillera à sa transformation tout au long de la législature, tout en continuant, je l'ai dit, à réaliser les projets qui lui tiennent à cœur. Se réformer ne signifiera donc pas se soumettre, mais faire œuvre de volonté, en étant préparé aux aléas de la vie, ancré dans la réalité, dans tout ce qu'elle a de plus chaotique. Le collège sera acteur pour construire son avenir. Il souhaite agir pour ne pas subir. Il veut anticiper pour maîtriser. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Madame la députée provinciale présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Madame Freinet. Monsieur Bastin. Madame Freinet. Madame Tandel. Pas vu la marche. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, à la lecture de cette déclaration, que voyons-nous? Rien de bien neuf par rapport à la déclaration 2018-2024, sauf qu'elle est un peu plus légère et probablement moins longue et moins détaillée. Vous nous proposez un catalogue de bonnes intentions, pas toujours bonnes et pas toujours transversales, c'est le moins qu'on puisse dire. Un empilement de programmes électoraux de chacun, même pas. Des renoncements, oui, à l'appel. Mais où sont donc passées vos promesses aux uns et aux autres, bien enfermées dans un entonnoir au filtre du réalisme budgétaire ou des contraintes politiques dictées par d'autres niveaux de pouvoir? Nous avons ici un catalogue de bonnes intentions, mais peu ou pas de nouveaux projets, aucune réelle transversalité. Chacun y va de ses propositions, bien cloisonnées dans ses compétences. Comme nous l'avons déjà dit au début de cette législature, nous avons affaire non pas à une majorité porteuse de projets ambitieux, mais à une majorité de continuité, bon gré, mal gré, et une vision un peu fade à notre goût. Une déclaration qui passe à côté des défis majeurs. 2 crises ont marqué la législature précédente, le Covid et les inondations. Notre institution a-t-elle bien pris la mesure des conséquences de ces crises? À la lecture de cette déclaration, ce n'est pas flagrant et c'est même inquiétant. La santé et la possibilité de vivre dignement sur notre territoire sont pourtant des enjeux fondamentaux pour construire un avenir apaisé, durable et sain. Nous aurions souhaité voir dans cette déclaration une stratégie claire de résilience, une coordination des efforts entre la province et les communes pour prévenir et atténuer les impacts de telles crises à l'avenir. Construire un avenir commun demande de la participation citoyenne à tous les niveaux de pouvoir. Il faut ouvrir les portes et les fenêtres, prendre le pouls de la population, comprendre ce qu'elle souhaite pour son avenir et agir en conséquence. Or, cette déclaration reste très institutionnelle et presque technocratique. Où sont les citoyens dans votre projet? Une obsession institutionnelle au détriment des vrais enjeux. Votre texte accorde une place démesurée aux questions institutionnelles. Certes, savoir dans quel cadre nous évoluons est important, mais ces éléments sont souvent flous et tributaires d'autres niveaux de pouvoir. Finalement, ce jeu institutionnel est biaisé dès le départ. Vous rédigez des grandes phrases, mais pour pas grand-chose. Où sont les indicateurs concrets de réussite? Quels moyens seront mobilisés pour atteindre vos objectifs? Quel délai vous fixez-vous pour les réformes annoncées? Sans ces éléments, nous avons un document de gestion courante, pas un projet politique porteur d'avenir. J'y vois aussi quelques oublis importants. Un oubli de taille pour moi et pour le groupe écolo qui avons porté cette dynamique-là la législature précédente, l'ancienne bibliothèque des Chirous. Un sujet majeur pour de nombreux Liégeois et Liégeoises est totalement absent de cette déclaration. L'avenir de l'ancienne bibliothèque des Chirous, ce bâtiment situé au plein cœur de la ville, représente un potentiel énorme pour des projets culturels, éducatifs ou citoyens, et pourtant, il ne fait l'objet d'aucune mention. Que comptez-vous en faire et quels sont donc vos plans? Ce silence est d'autant plus préoccupant que de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer une réaffectation concertée sur ce site unique et précieux.
La province qui se revendique acteur du développement culturel et social ne peut ignorer cet enjeu. Si vous parlez de gouvernance et de gestion du patrimoine provincial, alors comment expliquer cet oubli? Un vocabulaire aussi trahit une vision idéologique. Prenons un instant pour analyser votre langage, notamment dans le chapitre « Finances et budget ». Ouvrez les guillemets, « le poids de plus en plus exorbitant de la charge des pensions ». Les pensions ne sont pas une charge, mais un salaire différé. C'est un compromis historique de 1944 sur la sécurité sociale. Parler ainsi de charge trahit une vision idéologique du financement des services publics. Rouvrir les guillemets. Le coût de la transition énergétique et des conséquences du dérèglement climatique. Les coûts de la transition énergétique ne sont pas un fardeau, mais le prix de l'inaction passée. Cette transition est une nécessité absolue et bien menée, elle génère des retombées économiques plus que positives. Le dérèglement climatique. Avez-vous vraiment mesuré l'ampleur des défis climatiques qui nous attendent? À lire votre texte, ce n'est pas évident. Nous sommes déjà confrontés à des catastrophes climatiques et humaines. Où est votre plan de prévention des risques? Où sont les actions fortes et structurantes pour anticiper les futures crises? Comme le disait un président français en 2002, devant l'Assemblée du Sommet de la Terre à Johannesburg, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. La province doit agir avec audace, avec concertation et avec vision à long terme. Or, dans cette déclaration, nous ne voyons ni ambition, ni maîtrise de notre destin. Le groupe écolo votera contre cette déclaration. Je vous remercie. Merci, Madame la chef de groupe. M. Bastin. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Nous avons lu et écouté avec attention votre déclaration de politique provinciale pour la législature qui arrive. Alors c'est vrai que même si elle reste assez générale, elle a de quoi nourrir pas mal de questions et d'inquiétudes pour l'avenir de la province et des services publics. D'abord, vous insistez sur l'importance de l'autonomie des provinces, mais dans les faits, et vous l'avez dit, vous semblez vouloir appliquer à la lettre les injonctions de la déclaration de politique régionale faite par le MR et les engagés et qui tend vers la diminution progressive et la suppression des provinces. Je ne vois pas dans votre déclaration autre chose qu'un relais de l'austérité que veulent appliquer le MR et les engagés à la région wallonne. Vous n'avez donc aucune intention de remettre ces plans en question et d'aller faire pression sur les représentants de vos propres partis au gouvernement wallon. Vous parlez de remettre à la mi-législature un plan de ventilation des compétences prévoyant le transfert de certaines missions provinciales vers d'autres niveaux de pouvoir, et ce pour recentrer la province sur ces trois missions essentielles qui sont donc la supracommunalité, les dos communes et les zones de secours. Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire pour l'enseignement après la première moitié de la législature? L'enseignement, la culture, le tourisme, les services agricoles, la santé, le climat et l'ensemble des compétences dont s'occupe actuellement la province. Votre déclaration mentionne à plusieurs reprises l'optimalisation et la rationalisation de différents services provinciaux. On va pousser les services et l'ensemble des structures à prouver leur utilité. On va étudier leur fonctionnement en détail et en fonction prendre des mesures de rationalisation. Cette logique vaut dans tous les services, optimaliser, rationaliser. On ne peut pas s'empêcher d'entendre là derrière le son de coupes budgétaires et de l'affaiblissement de nos services publics. Vous dites même que la dissolution d'ASBL provinciales, comme la FTPL, sera envisagée chaque fois que leur nécessité ne sera pas démontrée. Et malheureusement, cette logique a l'air de valoir pour l'ensemble des services. Vous évoquez aussi l'externalisation de certaines missions, sans aucune clarté quant à celles qui seront concernées, mais externaliser, on le sait, c'est abandonner l'emploi public au profit du privé, avec des conditions de travail souvent dégradées et
des services de moindre qualité pour les citoyens. Et en même temps, vous l'avez dit, vous affirmez vouloir faire de l'emploi une priorité et garantir le maintien de l'emploi. Et tant mieux, j'ai envie de dire, mais je me pose quand même une question, comment concilier le maintien de l'emploi avec de telles ambitions de rationalisation? Comment comptez-vous garantir le maintien de l'emploi quand on sait que sous la précédente législature, c'est 939 agents provinciaux qui n'ont pas été renouvelés? On ne peut que s'inquiéter que vous continuiez sur cette voie qui va en fait affaiblir les services publics provinciaux. Je ne vais pas être très long sur l'enseignement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais je veux d'abord vraiment marquer le respect pour les élèves et les enseignants qui sont en lutte depuis des mois contre les attaques de la ministre et maire Madame Glatini. Ils sont très inquiets, ils ont raison de se battre pour faire reculer les réformes. Vous avez dit ne pas être la ministre, mais en fait quand même défendre la réforme. Vous parlez au niveau de la province de créer une filière d'excellence en alternance dans l'enseignement provincial. Ce n'est pas encore très clair ce qu'il y a là derrière, mais on sait bien que ce concept cher au MR a pour objectif de former des jeunes immédiatement exploitables dans les entreprises, mais sans leur donner les outils pour s'adapter ou évoluer dans leur carrière. Vous parlez aussi d'étudier la rationalisation de l'offre d'enseignement, de fusion des réseaux et même d'écoles. Comment ne pas voir là derrière une traduction à l'échelle provinciale des réformes wallonnes imposées par votre parti, le MR et les engagés? Comment ne pas s'inquiéter en fait pour l'avenir de notre enseignement provincial qui est si important, comme vous n'avez pas cessé de le répéter pendant la campagne électorale? Enfin, quelques mots sur les zones de secours dont on a aussi parlé. La déclaration annonce l'implication accrue de la province dans leur financement et leur gestion, comme le veut la région wallonne. Mais pour le PTB, la province devrait d'abord se battre auprès du gouvernement Arizona qui est en cours de formation pour qu'il prenne véritablement en main sa part légale de 50% de financement et pas se contenter des 25% actuels. Ce qui permettrait en fait de stabiliser le financement de ces services si importants. Et j'ajoute que c'est justement tant que le gouvernement est en cours de formation qu'il est temps d'aller discuter avec les partis qui sont à la table des négociations. En résumé, cette déclaration de politique provinciale qui entend rationaliser les services publics, elle ne répond pas, selon nous, aux besoins des citoyens. Elle préfigure plutôt le démantèlement futur des compétences provinciales et l'externalisation des missions publiques. Cette imposition par le MR et les engagés de cette logique libérale avec le PS dans la majorité provinciale va en fait déforcer nos services publics et on ne peut que se poser la question et craindre pour l'emploi des agents provinciaux. Nous défendons avec le PTB une autre vision, celle d'une province qui protège ses travailleurs, qui développe les services de proximité de qualité et qui résiste aux réformes destructrices venues d'en haut. Nous continuerons à nous battre pour préserver et renforcer notre institution provinciale. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le chef de groupe. Madame Brodure. Merci, Monsieur le Président. Je m'exprimerai évidemment au nom du groupe socialiste provincial, mais notre chef de groupe n'étant pas là, je suis adjointe. Monsieur le gouverneur qui nous a quittés, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les conseillers provinciaux, chères citoyennes, chers citoyens, nous vivons aujourd'hui une législature qui fera date. Non pas positivement, mais qui marque notre inquiétude en tant que socialistes. Le futur de notre institution provinciale va devoir faire face à de nombreux défis et va devoir se réinventer pour répondre à la DPR. Nous sommes inquiets en tant que socialistes face aux inégalités persistantes dans l'accès à l'éducation, à l'inflation galopante et au coût de la vie. Nous saluons d'ailleurs l'accord pour une fiscalité non majorée établie dans la DPP.
Nous sommes inquiets face à ces défis qui viennent tester la solidité de notre cohésion sociale et qui renforcent plus que jamais notre conviction de lutter sans relâche pour un avenir solide et solidaire. Oui, il est nécessaire de moderniser notre institution pour qu'elle réponde aux enjeux contemporains. Mais ce renouvellement ne pourra se faire au détriment de celles et ceux qui, jour après jour, font vivre notre service public, notre province, le personnel provincial. Nous nous opposerons à toutes les formes de régression sociale, à toute suppression d'emplois et nous nous attellerons à un maintien de la qualité de l'environnement professionnel. Défendre la qualité de notre service public, c'est défendre le patrimoine de celles et ceux qui n'en ont pas. Défendre l'enseignement, défendre la formation, comme le collège l'exprime, c'est défendre un pilier essentiel de notre société. On en a assez parlé tout à l'heure. Les récentes grèves sont l'expression d'une inquiétude immense pour l'avenir de notre système éducatif. En tant que socialistes, nous continuerons de défendre un enseignement d'excellence et plus particulièrement l'enseignement qualifiant développé au sein de nos écoles provinciales. Enfin, le défi immense du financement des zones de secours est un point essentiel au centre de nos préoccupations, comme le précise la déclaration de politique provinciale. La création d'une 6e commission sera essentielle pour approfondir les débats et avoir une vision optimisée du fonctionnement des zones de secours. Nous nous engageons donc à préserver nos acquis sociaux, à répondre efficacement aux défis de demain et à œuvrer pour un avenir où chaque citoyenne et chaque citoyen puisse bénéficier d'un service public fort. Le groupe socialiste entend s'inscrire dans une dynamique positive, une dynamique réfléchie, une dynamique innovante dans la gestion de notre institution provinciale. Puis, et comme l'a dit le collège, se réformer n'est pas se soumettre. Je vous remercie. Merci Madame la chef de groupe. Madame Zandel. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. La déclaration de politique provinciale pour les engagés CSC, c'est le triple A. L'audace, l'aide aux villes et aux communes et des actions concrètes. L'audace avant tout. Le temps est venu de réformer en profondeur les institutions provinciales. Et la DPP le confirme. Dans sa déclaration de politique régionale présentée devant le Parlement de Wallonie à l'été 2024, le gouvernement a très clairement exprimé ses ambitions pour le devenir des provinces wallonnes. Il s'agira de lister et de rationaliser les missions de la province ainsi que ses ressources, et ce, en mobilisant l'ensemble des acteurs concernés. À la mi-législature, c'est-à-dire dans 3 ans, nous viendrons avec une ventilation claire des compétences que la province proposera de conserver ou de transférer à la lumière de ses réalités territoriales. Il en faudra de l'audace, du courage, de la détermination, peut-être même un peu d'impertinence, pour défier le statu quo et se remettre structurellement en cause, favorisant les synergies et la supracommunalité et évaluant de manière objective et transparente l'impact des décisions prises et des actions à venir. En matière de gouvernance, un rôle prépondérant sera accordé aux communes et une visibilité accrue sera assurée envers nos citoyens liégeois. Des réformes organisationnelles seront également entreprises afin de mieux correspondre aux réalités de terrain. L'aide aux villes et aux communes, ensuite, notre deuxième A, est au cœur de cette déclaration de politique provinciale. Les initiatives supracommunales de la province permettront de soutenir les villes et les communes, certainement les communes les moins peuplées, dans des domaines tels que les marchés publics, les appels à projets, la planification d'urgence ou encore la gestion de crise. Des efforts seront également déployés pour continuer et renforcer même l'appui aux villes et aux communes dans leur quotidien, via la centrale d'achat
provinciale, la mise en œuvre des sanctions administratives ou bien encore la gestion des cours d'eau et certainement la prévention des inondations. Et enfin, une trajectoire budgétaire a été fixée par le gouvernement wallon afin de finaliser la reprise totale du financement des zones de secours, déchargeant ainsi au maximum les villes et les communes. Cela ira de pair avec une implication légitime et certaine dans le fonctionnement des zones de secours, favorisant une vision suprazonale qui permettra de dépasser la vision zone par zone. Nous terminerons enfin avec notre troisième A, l'action. Dans de nombreux domaines, l'action, au-delà de toutes les déclarations d'intention, sera le véritable curseur de notre réussite. La simplification administrative, la digitalisation de la province elle-même et des écoles, la construction d'une filière d'excellence en matière d'alternance au sein de l'enseignement secondaire qualifiant, l'appui à l'orientation des jeunes dès la 3e année secondaire, le soutien à la culture, au tourisme local pour renforcer l'attractivité territoriale, la promotion du sport, la prévention santé, tant physique que mentale, le dépistage, notamment cancer du sein, l'accessibilité à une médecine de première ligne et le soutien aux producteurs locaux. Autant d'actions qui impactent le quotidien des Liégeois et des Liégeoises et qui feront de la province ce qu'elle se doit d'être avant tout, un supporter efficace de nos communes et de nos citoyens. Les engagés CSP prennent leurs responsabilités et soutiennent pleinement la déclaration de politique provinciale qui, par son audace et ses actions, changeront, nous le croyons, le visage de nos institutions provinciales. Merci. Je vous remercie, Madame la chef de groupe. Monsieur Tchallon. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général provincial, chers collègues, au nom du groupe MR, je voudrais tout d'abord remercier le Collège pour sa tonalité, la tonalité qu'il a choisie au moment de composer cette déclaration de politique provinciale. Clarté, transparence, honnêteté, réalisme, courage, fierté et audace. Voilà, Madame la députée présidente, Monsieur le député vice-président, Madame, Messieurs les députés provinciaux, les sentiments qui nous inspire la lecture de ce texte fondateur, qui va bien au-delà des simples déclarations d'intention ou d'un catalogue de bonnes intentions, comme nous le dit Écolo, et qui très justement sonne comme un appel à la mobilisation de chacune et de chacun au sein de cette Assemblée. La députée présidente a raison de rappeler que la situation que nous connaissons aujourd'hui n'est rien d'autre que le résultat d'un long processus de réformes successives, voulues et décidées par le législateur fédéral et par la région. Une Wallonie dont les gouvernements successifs ont donné, au fil du temps et des majorités, une trajectoire que personne ne peut méconnaître ici. Alors oui, il est temps d'agir. Nous le devons aux citoyens qui, en 2024, ont par 2 fois massivement soutenu les projets politiques qui portaient l'idée d'une réforme en profondeur de la gestion de l'institution provinciale. D'emblée, je voudrais partager notre réjouissance de voir qu'à Liège, les forces vives sont encore capables de s'unir pour défendre les intérêts de notre métropole, de notre territoire, de nos concitoyens, en se rejoignant dans une volonté commune. À Liège, nous avons réussi à associer 3 formations politiques à la croisée des chemins. 2 alliés historiques qui partagent à la tête de la province un bilan unique dans le paysage régional, le MR et le PS. 2 alliés aussi qui ont reçu la confiance et l'adhésion de la population à Liège, comme partout ailleurs, en Wallonie, et qui conduisent les réformes exigées par les électeurs, le MR et les engagés. Notre groupe politique prend ses responsabilités, et puisque c'est le mandat que nous a donné l'électeur, nous sommes mobilisés pour assumer le rôle fédérateur qui nous est dévolu, avec loyauté envers nos partenaires de majorité et avec respect envers les partis de la minorité. Cette large majorité démocratique a réussi le pari de s'accorder sur un vrai projet, dépassant les clivages habituels, pour porter une déclaration de politique provinciale qui, nous le pensons sincèrement, consolide les fondations du modèle supracommunal qui va déterminer notre avenir. Tout est dans le titre. Agir pour ne pas subir, anticiper pour maîtriser, et donc réformer sans arrêter d'agir. Et aujourd'hui,
nous devrons faire appel au sens des responsabilités des groupes de la minorité, dont nous ne doutons pas, ou pas encore tout à fait, qu'ils partagent cet esprit constructif. Même si Écolo se demande où est le citoyen, mais Madame Frenet, à chaque page, à chaque ligne, puisque cette déclaration n'a que pour seul but d'optimiser l'action de la province, au service de son territoire, au service de ses citoyens. PTB, évidemment, par la voix de M. Bastan, nous invite à marcher sur Namur, à faire sécession de la région, à déclencher le chaos et à plonger la province dans un sens de non-retour. Et surtout, ne changeons rien, tout va très bien, Madame la Marquise. Je voudrais m'arrêter sur quelques points, parce que nous avons du pain sur la planche, de cette déclaration qui n'ont pas manqué de retenir l'attention du banc libéral. Nous nous réjouissons que le thème central de la supracommunalité, véritable ADN de notre province, soit une préoccupation première. Ce n'est pas un hasard si le sujet mobilise d'ailleurs 3 de ses principaux membres, que sont les 3 chefs de file politiques de notre majorité. Sous la coordination de la députée présidente Cathy Firquet, cette compétence est partagée avec le député vice-président Gillard et avec le député provincial Lejeune. Nous y voyons, nous, une concentration efficiente de la force politique provinciale sur l'enjeu essentiel de l'aide aux communes et du maillage du territoire. Vous avez évidemment raison de renforcer encore plus la synergie et le dialogue entre la province et les bourgmestres, notamment sur base du travail de fond réalisé par le département des relations avec les territoires, les villes et les communes. Aussi sur la question cruciale du financement des zones de secours, nous voulons souligner l'importance d'aboutir à la conclusion de conventions avec les zones en application du décret wallon, conditionnant immanquablement l'apport financier provincial à l'implication de ces mandataires dans leur gestion. En ce qui concerne l'axe gouvernance, nous accueillons avec beaucoup de satisfaction l'engagement de rationalisation des ASBL provinciales et la rigueur annoncée dans l'octroi des subventions. La richesse de notre institution repose aussi sur le fait qu'elle compte en son sein le territoire de la communauté germanophone. Il ne vous aura pas échappé, chers collègues, que les 4 élus provinciaux issus du canton de Peigne siègent tous au sein de la majorité. Et pour le groupe MR, qui compte 2 élus, la préservation de ce dialogue doit rester une priorité. En outre, nous soutenons le collège lorsqu'il affirme vouloir conserver la relation institutionnelle telle que nous la connaissons, tout en s'engageant dans une réflexion sur l'accord de coopération qui nous lie. Il est essentiel d'orienter l'action provinciale vers les missions que l'avenir nous réserve, c'est-à-dire la supracommunalité, l'aide aux communes, les zones de secours, mais aussi vers les autres fonctions que nous pourrons conserver dans le cadre du transfert des compétences qui nous attend et qui devra nous mobiliser au cours des 3 prochaines années pour les choisir et des 3 suivantes pour agir. À cet égard, nous nous réjouissons du maintien d'une rigueur budgétaire implacable et de la poursuite de la réduction des dépenses structurelles sans revoir à la hausse la fiscalité provinciale. Vous avez réaffirmé, Madame la députée présidente, la nécessité de construire l'avenir de la province avec son personnel et l'attachement qui est le nôtre envers nos agents. Le renforcement des avantages sociaux octroyés va dans le bon sens et nous nous en réjouissons, comme par exemple la mise en place des chèques repas qui est à l'étude. Le projet de la majorité MR-PS engagée n'oublie pas les axes essentiels que sont la culture, le tourisme, les sports. Par son action, la province de Liège tient un rôle central dans ces matières. Son action culturelle, structurante et avant-gardiste qui fait la part belle au soutien à la création et à la diffusion. Son expérience du développement de l'attractivité touristique grâce aux sites remarquables qu'elle détient et qu'elle anime, tout comme l'action de la FTPL elle-même appelée à évoluer. Par son savoir-faire reconnu en termes de promotion et d'encadrement des sports, que ce soit comme partenaire privilégié des différents acteurs ou grâce à ses infrastructures de premier plan. Cette action de la province est sans doute l'une des plus visibles et plus concrètes pour nos concitoyens, qui bénéficient en direct du travail mené par les équipes à travers le territoire. Alors qu'ailleurs ces secteurs trinquent, vous faites le choix d'en optimiser le fonctionnement et d'en affiner l'impact. C'est évidemment une bonne nouvelle. Vous nous avez aussi parlé de formation dans cette déclaration de politique provinciale, en démontrant une fois encore que la province est capable de s'adapter en orientant son action vers les nouveaux besoins et conserver la pertinence du travail mené par ses services. L'école provinciale d'administration, l'école de police, l'école du feu, l'école provinciale d'aide médicale urgente, mais aussi l'Institut provincial de formation des agents des services de sécurité ou d'urgence. Autant de pépites qui s'inscriront encore plus dans le dispositif des mutualisations supracommunales et dans les coopérations qui se dessinent avec les initiatives régionales et fédérales. Voilà donc certainement un axe d'avenir fort pour la politique provinciale. Enfin,
l'enseignement. Certains diront d'ailleurs que c'est le premier métier historique de la province de Liège. Cette réalité est le fruit d'un travail centenaire construit sur un dispositif scolaire remarquable et structurant, et nous pouvons en être fiers. Mais cela ne suffira pas, nous le savons. Et vous n'avez pas attendu, Madame la députée présidente, pour en faire votre priorité absolue. Nous vous faisons confiance pour piloter cette réforme autant nécessaire qu'inévitable et qui, une fois de plus, est une formidable occasion de valoriser l'expertise et le positionnement de notre province, de son corps enseignant et du personnel d'encadrement. Anticiper la fusion du réseau officiel, consacrer la filière d'excellence du secondaire qualifiant, développer l'alternance, déployer l'enseignement de promotion sociale, ancrer l'enseignement supérieur dans la réalité économique de la région et ouvrir son horizon sur le reste du monde, le tout en visant l'efficience et la pertinence, aussi dans l'intérêt des écoliers et des étudiants. C'est votre feuille de route, ambitieuse et pertinente. Tout cela en positionnant la province comme un partenaire fiable et constructif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour conclure, si vous le permettez, un bref retour dans le temps, précisément le 20 décembre 2018, lors de la présentation de la précédente DPP. Je cite « Un collège provincial conscient de la mission qui lui incombe, impliquer la pertinence et la légitimité de la province de Liège et améliorer l'efficience de ses services. » Je cite toujours « Point de sentiment d'injustice ou de victimisation paralysant l'exécutif provincial, point de les implorer, trop souvent reproché aux Liégeois, l'ambition résiliente du collège est au contraire de s'affirmer comme un partenaire loyal de la région.